Bonjour. Là, je viens d'avoir une petite panne avec mon vélo, pas grand chose, mais j'ai ma roue arrière tout d'un coup qui s'est bloquée. Je commence à sentir l'odeur de caoutchouc, je me dis, oh là là. Eh ben, je m'arrête, puis j'essaie de tourner le moteur, il n'y a rien qui avance. C'est pas le moteur qui a brûlé quand même. Ben, ça marchait à l'envers, mais pas bon. Je regarde de plus près, j'ai aperçu que c'était mon garde-boue, le boulon avant de mon garde-boue qui a sauté. Je n'avais pas vérifié, et puis en fin de compte, le garde-boue est tombé, et c'est lui qui a appuyé sur le pneu. Donc l'empêchant en fin de compte d'avancer, qui a entraîné cette odeur de cramé incroyable, quoi. Et évidemment, pas d'outil pour réparer, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé un morceau de ça, là, une corde avec ça. J'avais quand même un couteau, heureusement, parce que j'ai trouvé avec les dents, ça n'aurait pas été facile. Puis avec ça, j'ai bricolé un truc de sauvetage, à la MacGyver. Et puis ça marche, à nouveau. Bon, plus de peur que de mal. Voilà, une journée un peu grise encore aujourd'hui, mais ça va. Ils annoncent un peu de soleil dans l'après-midi, enfin bon, voilà. L'automne se prépare, les couleurs sont pas encore là, si on regarde bien. Ici, là, tout ça en face, c'est des feuillus, bon, ainsi dire, beaucoup d'érables. Et donc là, tout ça, ça va devenir rouge, orangé, rose, jaune. J'adore, moi, les forêts aussi de bouleaux, les bouleaux qui sont tout jaunes, les mélèzes qui sont merveilleux, c'est beau les mélèzes. C'est jaune d'or, un jaune classique. J'en ai à côté de la maison une petite forêt, là, mais des grands en plus. Puis au fond du terrain aussi, il y en a deux grands mélèzes. Ils sont pas chez nous, ils sont pas à nous, mais enfin bon. On profite tout pareil. Hein. Oui. Alors ce matin, je démarre. Je me réveille comme d'habitude. Je sais pas, il était 4 heures. C'est l'heure, j'aime bien, je suis à l'aise à ce heure-là. J'ai l'esprit vif, quand je suis bien reposé, bien sûr. Et puis je fais un petit tour sur, en général, mes plateformes, vite fait. J'ouvre la machine, quoi. Comme souvent, j'ai 10, 15, 20 pages qui sont déjà ouvertes, puisque je garde souvent ça en mémoire. Et donc, là, je tombe sur YouTube et je vois une vidéo, Léon XIV. Je fais pas trop gaffe, parce que bon, il y a longtemps que j'ai décroché, quoi. Puis je vois LGBT, je sais pas quoi. Bref, j'écoute ça, et je vois que le pape, Léon XIV, rappelle à tous les chrétiens que le mariage n'existe que entre un homme et une femme, et qui a pour mission la famille, et que tous ceux qui auraient des comportements différents sont accueillis dans l'amour du Christ, dans l'amour de la chrétienté, mais l'Église ne reconnaît pas ces mariages-là. Waouh! Pourquoi je dis waouh? Parce que l'autre qui était avant, là, je sais plus, il s'appelait la danseuse, pape brésilien d'ailleurs. Bon, j'ai oublié son nom, qui est décédé, le prédécesseur. Comment il s'appelait? Lycéon, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait. Pour dire que je ne suis vraiment plus l'actualité. Hein. Et lui, il avait ouvert les portes en grand de l'église. Et je vois que là, il y a une marche arrière toute. Alors évidemment pas. Le pape dit que bon, son prédécesseur avait péché par excès de générosité, pas quelque chose comme ça. Il s'arrange, quoi. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc au niveau de la télé. Le pape Léon XIV n'est pas sur Vatican KTO. Il a sa chaîne. Et je vois qu'il y a quand même une grosse scission là, actuellement à l'église, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'ils se sont aperçus qu'ils ont peut-être été trop loin. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'écrivais un texte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 jours, même pas une semaine, où justement je reprochais à la religion de s'être diluée, de s'être fondue, d'avoir voulu satisfaire tout le monde et d'arriver nulle part en fin de compte. Et en fin de compte, c'est réellement ça qui m'a éloigné déjà. Bon, rien ne serait que les messes en latin, revenir dans les textes d'origine, avec la langue d'origine. Et puis si tu veux comprendre, bah, tu apprends le latin, autrement, tu écoutes la vibration sonore des textes, revenir à la tradition. Hein, et la tradition sans concession, avec une rigueur, je dirais presque l'Église qu'on craint.
Alors, je vais me dire, c'est dur ce que je dis là, mais pourtant, il me semble que tout prend du sens qu'à cette condition-là. La langue française qu'on utilise tous, là, on a l'impression que c'est quoi? Que ça est laïque, cette langue? Mais pas du tout, elle a été fondée avec l'esprit de la religion chrétienne. Hein, elle a été fondée avec. Vouloir l'utiliser en ignorant, en fin de compte, ses fondements, c'est se perdre. Alors, je ne dis pas que, oui, il y a eu beaucoup de scandales dans l'Église, et il y en aura certainement d'autres. Les hommes sont fragiles, les hommes sont des pécheurs, les hommes ont tous ces aspects-là, certes, mais le dogme doit rester intègre, intact. Pourquoi? Il s'agirait de commencer à dire qu'il n'y a pas de vie après la mort. On peut le dire. Moi, les 2 tiers des hommes sur Terre ne croient pas à la vie après la mort. Hein, la religion bouddhiste, il n'y a pas de vie après la mort. C'est qui encore je crois que les juifs, c'est pareil. Il n'y a pas de vie après la mort. Il y a quand même pas mal. Hein, donc, et c'est tout à fait respectable. Hein, ils se comportent autrement. Je vois par exemple dans la religion indienne avec les karmas. Alors c'est pas une vie après la mort, mais c'est une réincarnation, ce qui peut être une vie après la mort, en fin de compte, à 7 plans. Hein, puis quand tu arrives au dernier plan, tu arrives dans le nirvana. Enfin, la religion a toujours essayé de permettre, en fin de compte, aux inégalités de prendre du sens. Alors, quand je parle des inégalités, je ne suis pas là en train de... Parce que les inégalités, c'est le propre de la nature. Rien n'est égal sur Terre. Hein, tous ceux qui parlent d'égalité, pour moi, c'est des fumistes. Et ça n'existe pas l'égalité. L'homme n'est pas l'égal de la femme et vice-versa. On est complémentaires. C'est plus grand. Hein, cet arbre-là n'est pas égal à l'autre à côté. C'est 2 arbres distincts. Si ça se trouve, il va tomber avant l'autre, j'en sais rien. Celui-là, il y a des oiseaux, l'autre, il n'y en a pas. Peu importe. Ça n'existe pas l'égalité. C'est un truc de mathématiques. Et qui en plus travaille sur le négatif et le zéro. Alors, réfléchissez, vous verrez. Hein, donc ça n'existe pas. Donc de rappeler là pour moi, parce que là je vais un peu digresser, mais que je vais revenir à ce que je voulais aller, donc le pape qui rappelait en fin de compte les dogmes fondamentaux de l'Église. Hein. Il n'y a pas que celui-là, hein, je veux dire, l'histoire du mariage, par exemple, comme moi je disais à l'époque, que, que des gens de, on va dire les mots, hein, des gays ou des lesbiens, même ma belle-sœur est lesbienne, elle s'est mariée, j'étais le photographe, on y était là à son mariage. Ah, donc je ne suis pas anti, mais ça m'emmerde que les institutions de l'Église qui ont été faites pour la famille, quelque part, soient utilisées pour une liaison qui ne peut pas être la famille. À moins de commencer à faire des adoptions, des mères porteuses et tout le tralala qu'on est en train d'inventer aujourd'hui et qui nous éloigne encore plus. Parce qu'au résultat des courses, hein, les gens font de moins en moins de gamins. Ils en feront même à un moment plus du tout. On voit en Europe, en Occident, ouais, tout le monde s'est éloigné de l'Église, mais aujourd'hui, l'Europe est en train de vieillir. En Allemagne, la moyenne d'âge, je ne sais plus combien elle est, mais doit être 57 ans ou un truc comme ça, quoi. Alors que sur le continent africain, c'est 16 ans, 17 ans. Et il me semble que quand on regarde devant et loin, la jeunesse est quand même le premier des atouts. Alors, par égoïsme, par effondrement culturel et moral, nos civilisations occidentales sont commencées à devenir dégénérées complètement. Et je ne dis pas parce que tu es homosexuel que tu es un dégénéré. C'est un tout. C'est à partir du moment où on nie, en fin de compte, les fondements de la famille, où on nie les interdits moraux, hein, comme étant pourquoi je le ferais pas, c'est par toute équipe pour me l'interdire, la loi, enfin, etc. Toutes ces choses immorales, les gens se perdent. Ils se perdent. Ils se renferment, ils deviennent seuls, et là ils deviennent des proies idéales pour tous les salopards qui sont à l'origine de ça et qui n'attendent qu'une seule chose, se tomber dessus pour pouvoir te mettre la main sur le grappin, quoi. On est arrivé où, là, aujourd'hui, là, depuis que les hommes ont abandonné les églises, on va dire depuis 200 ans? Massacre sur massacre. Oui, je le rappelle, les grandes guerres, tout ça, je suis désolé, mais c'est depuis que on a abandonné dans le monde occidental les royaumes. Hein. Je parlais hier avec mon copain, effectivement, les professeurs, ils bossent là-dessus, les profs à l'université pour les programmes LGBT, moi, c'est comme ça. Donc. C'est évident qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, mais on arrive à communiquer ensemble. S'il est intelligent, je le suis, puis on s'aime bien. Il est plus jeune que moi, il a 20 ans de moins que moi, quoi. Enfin, pas 15 ans de moins, quoi.
Et justement, on parlait d'égalité, de liberté. Je me dis, mais c'est quoi la liberté, quoi? Est-ce que tu vois autour de toi les gens libres? Donc, c'est quels critères tu vas prendre, tu vas utiliser pour parler de liberté? La longueur de ta chaîne? Moi, je suis libre jusqu'à ce que j'empêche l'autre d'être libre? Mais si l'autre, il est rien, tu peux lui marcher dessus, tu vas pas l'empêcher d'être libre puisqu'il est rien. Cette liberté t'autorise, en fin de compte, parce que ta chaîne est beaucoup plus longue que celle de l'autre, de les marcher dessus. C'est ça la liberté que nous vend, là. En réalité, ensemble, dans le groupe social, dans le groupe humain, c'est pas la liberté qui nous gouverne. Hein, ça peut avoir du sens dans des tout petits groupes humains, si on est d'accord. Hein, on voit par exemple, j'ai connu un peu là, les pygmées du Cameroun, là, du vers Kribi, là-bas, le sud du Cameroun. Ce sont des peuples, des petites peuplades, hein, les grands villages font peut-être 2000, 3000 habitants, quoi, hein, où la notion de propriété déjà n'existe pas. On est propriétaire de rien. Juste de toi-même, de ton intégrité, quoi. Et ensuite, c'est des gens qui ont un respect pour l'environnement de façon extraordinaire, ce qu'on appelle le bien commun. Eux le considèrent commun. Ça ne revient pas à l'idée de dire « Ah, moi, ces arbres-là, c'est pas toi. » Non. Et quand ils s'aperçoivent que le bien commun qui est le leur, tout d'un coup, est trop, comment je dirais, subit trop leur présence, ils abandonnent leur village et vont s'installer beaucoup plus loin. Ils en reconstruisent un pour 10 ans, 20 ans, 50 ans. Bon, on voit bien que les règles pour les petits groupes humains, c'est évident qu'elles ne peuvent pas être les mêmes que les nôtres. Où là, au minimum, une ville chez nous, c'est 3 millions d'habitants, 4 millions d'habitants. Bon, hein, je vais parler d'un village, 3000. Nous, une ville, juste une ville, 3 millions. Un pays, 30 millions, 50 millions. La Chine, 1,5 milliard. C'est évident que les lois ne peuvent pas être les mêmes. Et d'ailleurs, elles n'ont pas de sens. Hein. Je pense que cette notion d'égalité, de fraternité, de liberté, c'est une fumisterie. Ça n'existe pas dans les grands groupes. Ça n'existe même pas dans les familles. Alors qu'est-ce que tu veux que ça existe dans les... Et puis c'est pas nécessaire. Le vivant n'a pas besoin de ça. On peut vivre ensemble sans avoir cette idée d'égalité. Non. Je suis pas ton égal. Tu fais 1m80, je fais 1m60. Je suis désolé. De quel critère on est égal? Ah, le droit. Et le droit, il est basé sur quoi? Sur la propriété. Et la propriété, c'est quoi? C'est la loi du plus fort. Bah oui, parce que comme c'est à moi, et que j'en ai plus que toi, bah, tu vas céder à ce que je te dis. C'est de ça. Donc, je pense que l'Église n'a pas à se fourvoyer dans ce genre de... Alors, je voulais revenir à ça, c'était juste pour expliquer que depuis qu'on a amené la liberté, l'égalité, la fraternité, en gros, en France et ailleurs, depuis 250 ans, on n'a jamais autant massacré en Europe, hein, dans le monde entier. On a fait l'esclavage, on a torturé, tué, bon, bref, j'ai envie de dévomir. Et le pire, c'est qu'on est toujours dans cette démarche. Donc, à l'époque, des rois, ouais, c'est ce que je disais à mon ami, là, qui est prof d'université, là. Je disais, tu sais, pour moi, l'équilibre d'une vraie société, c'est à partir du moment où le plus petit des citoyens peut sans conteste rencontrer le plus haut de la communauté. Quand le lien est faisable et réel, on peut parler d'un groupe humain qui fonctionne. À l'époque des rois, n'importe qui, je le dis bien, vous pouvez rencontrer le roi en personne. Il suffisait de venir, je crois que c'était plus quel jour, le vendredi ou jeudi ou vendredi, devant le château. Il y avait un protocole à respecter, il faut arriver sans armes, propre, bien habillé. Et puis tu pouvais arriver 2 jours avant. Hein. Ils étaient accueillis, il y avait des petits marchands pour vous filer à bouffer. Les gens arrivaient des fois une semaine. Attends, on est de loin, il y en a à pied en plus. Hein. Même un mois, il y en a qui pouvaient venir un mois à l'avance juste pour rencontrer le roi. Mais ils pouvaient rencontrer le roi. Et le roi ouvrait toutes les semaines, ouvrait sa table, son accueil au peuple. Vraiment, vraiment. Et il n'y avait pas besoin de prendre rendez-vous. Il n'y avait pas besoin d'écrire, il suffisait d'être là. Il était là, t'arrivais, puis quand c'est ton tour, hop, tu rentrais, tu suivais un protocole.
Et là, tu avais le droit de... Évidemment, tu n'avais pas le droit d'insulter le roi. Il y avait des... Mais bon, on ne voit pas pourquoi tu vas remonter tout de la France, traverser tout le pays pendant 3 mois pour aller dans le roi, lui dire c'est un gros connard. Puis à l'époque, ça ne marchait pas comme ça. Hein, le roi avait un sens profond pour les gens. Il était le garant d'une certaine sécurité, d'une certaine abondance, avec des périodes évidemment qu'on peut reconnaître quand il y a eu la peste noire. Tout ça. Bon, bref. En plus, la peste, si on regarde bien, on verra que c'est à cause de marchands, et on peut même dire lesquels, hein, toujours les mêmes comme d'habitude, hein, pour faire du fric. Que c'est arrivé comme ça. Il faut connaître l'histoire un peu. Et du jour au lendemain, on a dit que cette façon de gérer les peuples, c'est de la dictature. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tué les rois, puis on a tout de suite mis au pouvoir une sorte de république, une putain, hein, je veux dire, qui s'est précipité à les tuer des Français. Je parle de l'histoire de France. Les Chouans, 350 000 Chouans assassinés par ces républicains, des porcs, tout ça parce que les Chouans n'arrivaient même pas à comprendre ce que ça voulait dire, la République. Mais même moi, aujourd'hui, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pas... Et puis, pas fini, après, ils sont allés mater les... Comment on appelait les Lyonnais, là, qui étaient dans le tissage de la soie, là. Les canuts, là. Pareil, il y a eu des centaines de milliers de personnes assassinées parce qu'ils voulaient... Voilà. Ah ben, bref, c'était ça, la République. Hein, puis très très vite, on est arrivé à Napoléon, le boucher. Alors lui, c'est commencé à l'assassinat industriel. On pense que du temps de son minable règne, cet homme-là a tué plus de 7 millions, 7 millions et demi de personnes, alors que précédemment, les plus grandes guerres qu'il y avait eu en Europe, on parlait de la guerre d'Azincourt, on parle de 45 000 personnes. Qui à l'époque, et en plus, bon, c'était que des aristocrates pour ainsi dire, parce que ceux qui faisaient la guerre, c'était les professionnels plus la famille du roi. Les aristos, c'était leur mission, protéger leur roi et leur royaume. Donc dès que le roi était en danger, les aristos arrivaient et ils devaient y aller. Et puis c'était dans la culture. 45 000, là, Napoléon, 5 millions et demi. Hein, des bourgeois, des gens sans aucune légitimité qui prennent le pouvoir, qui veulent parler au nom de tous, d'une vision européenne, je vais vous casser la gueule à tous. Ah, ça a duré 12 ans par la terreur. Hein. Après avoir assassiné, je vous dis, 5 millions et demi de Français. Je ne parle pas de tous ceux qui l'ont tué ailleurs. Hein, bon, ouais. Ensuite, on a dégagé ce petit nabo là pour en mettre un grand bourgeois, un débile mental, Napoléon III. Alors là, on a eu avec Thiers, tout ça, qui a fait tirer encore sur la foule. C'est ça la République, c'est des gens qui assassinent nos peuples. Hein, et on vire l'Église. Il ne faut pas oublier tout ça. Moi, je n'ai pas oublié. En tout cas, je sais à qui on a affaire. Là, aujourd'hui, on a affaire pareil. Hein, ceux qui sont au pouvoir en France, ils sont prêts à tuer le peuple, il n'y a pas de problème. Hein, la preuve, c'est que l'autre, il est... Bon, bref, je ne vais pas... L'Église, à un moment, a foiré. Elle s'est laissée corrompre par l'argent, et certainement par un certain sens du pouvoir. L'Église a trop accaparé de richesse, a trop cumulé le pouvoir par la richesse. C'est ça qui l'a éloigné de la réalité. Et à un moment, quand tu te retrouves à piloter des centaines de milliards, l'équivalent de centaines de trilliards, aujourd'hui, les biens de l'Église, c'est colossal, évidemment. Tous les parasites de la terre sont là, les banquiers, les usuriers, les Rothschild, les compagnies, sont tous là pour essayer de piquer le gâteau, le bouffer, et donc corrompre directement les représentants de ces organisations pour arriver à mettre jusqu'à ce qu'un pape puisse dire que oui, le mariage gay est acceptable. Non, non, non. J'ai un sens du mot, j'ai un sens du verbe. Je ne suis pas un béni-oui-oui de l'Église, rien du tout. Mais je suis un Français. J'ai été éduqué dans une certaine culture, avec certaines valeurs morales, avec une certaine langue. Dans le cœur de tout ça, il y avait la religion catholique. Elle y était, elle y est. Et en continuant mon chemin, je m'aperçois que tout d'un coup, on fait rentrer dans cette religion des choses qui ne lui appartiennent pas. Qui ne peuvent pas. On a besoin d'une religion qui soit solide, forte. Quand il y a la tempête, il faut que tu puisses sortir de l'eau et attraper la main qui te tient, qui soit solide, celle de la religion. Et non pas qui... Vous avez vos papiers ? Et là, je pense que ce rappel, alors je ne sais pas, parce que bon, je ne suis pas ça trop de près, mais
Ça a rejoint, en fin de compte, ce que moi je disais dans mon texte à 3-4 jours, justement. Cette église que je survolais de loin, je la trouvais vraiment minable, lamentable. Mais je pense même que je l'appelais la synagogue de Satan. C'est pas compliqué, quoi. C'est comme ça que je l'appelle, pas le seul. Hein. Je suis pas le seul à l'appeler comme ça. Hein. Avec des banquiers qui dirigeaient ça. À un moment, on a eu 2 papes en même temps, un pape qui démissionne, un autre. C'est quoi ces histoires? C'est du grand n'importe quoi, ça. Hein, on sait exactement les raisons pour lesquelles l'autre a démissionné. Hein. C'est pas des raisons avouables, hein, faut pas croire. Hein, mais ça aurait pu, après tout, à la limite. Hein. Puis après, on nous a mis une danseuse, la vénézuélienne ou brésilienne. Alors là, c'était carnaval au Vatican. Ouais, je le dis comme ça. Regardez un petit peu les tableaux sur lesquels il s'est présenté. Hein, les sculptures dans le Vatican qu'il a fait, qu'il a commandé, qu'il a fait réaliser. Mais n'importe qui met ça chez lui, on parle de satanisme. Et lui, il a fait installer ça directement en place publique dans le Vatican. Et là, tout d'un coup, on a un pape, Léon XIV, qui dit... Parce que je pense que tout d'un coup, ils se sont aperçus que ils étaient en train de déraper. C'est pas la première fois que l'Église s'égare. Mais là, ils ne faisaient plus que s'égarer, ils étaient en train de disparaître. Et ce coup de volant, je dirais, à droite toute, hein, ramener tout dans l'axe, avec autorité, me paraît salutaire pour nous tous. Hein. Me paraît salutaire pour nous tous. Donc, je suis content de cette nouvelle, voilà. Pas plus loin que ça, me méfie un peu. Tu sais, aujourd'hui, le calcul, tout le monde joue au billard. Il y a 3 bandes, on dit un truc, puis après, c'est pour cacher autre chose. Puis, je prends ce qui vient. Hein. Pour l'instant, je trouve que cette attitude du Vatican est dans la bonne direction. En tout cas, celle qui fait que tout d'un coup, je regarde à nouveau dans cette direction, voir si... elle me dit, pourquoi j'ai besoin? Ben oui, j'ai besoin. Ouais. J'ai besoin d'être relié dans un commun, pas chacun avec sa petite soupe, ce petit truc là. Ouais. Hein, je connais ça. Oui, machin. Oui, je suis un homme spirituel, j'ai appris le raisonnement spirituel, mais dans la religion, il y a la spiritualité l'un bas avec l'autre. Si la spiritualité te conduit à être seul, dans ton isolement, c'est pas une voie, c'est pas vrai. La voie du vivant, c'est pas la solitude, non. La voie du vivant, c'est le nous. C'est pas je, c'est nous. Le vivant ne s'exprime pas dans l'unicité, il s'exprime dans l'unique avec les uniques. Le vivant, c'est un rassemblement d'uniques. Et ça s'appelle, moi j'appelle ça le nous. Et j'appelle ça aussi la vivante vie. Et cette notion de je, moi, tout ça, c'est du satanisme pur. On s'asphyxie avec ça, on s'isole, on se perd. Et à un moment, quand on ne sait plus vers où se retourner, eh ben, on va jouer, on va rigoler, on va fumer, on va boire, on va baiser, on va faire n'importe quoi, hein, pour ne pas rester seul. Le nombre de gens qui meurent seuls, c'est une folie. Comment se fait-il que nos familles ont explosé comme ça, tout ça, pour avoir des plus gros frigidaires, hein, pour aller plus vite, vers où? Si nous, les vieux, on n'est pas en mesure d'être entendus, il nous faut des gens qui puissent rappeler. Et je pense que l'Église, c'est son rôle. De rappeler les vraies valeurs, de redonner une direction aux humains, à la famille, au père, à la mère, aux enfants. C'est urgent. Et je suis satisfait de ça. Et la deuxième nouvelle, qui elle, par contre, me paraît beaucoup plus tendancieuse, mais bon, peu importe. En tout cas, elle a du sens, et puis je l'accueille quand même comme telle, et que l'illégitime de l'Élysée, là, a donné l'ordre aux forces armées de se préparer pour aller filer un coup de main aux non-élus de l'autre là-bas, hein, et que les mecs ont dit non. C'est pas notre mission. On n'est pas mandaté. Et c'est vrai que le rôle de l'armée, c'est de protéger et nos frontières et la population. Et certainement pas d'aller faire des actes de police dans des pays étrangers pour servir les intérêts de quelques-uns. Maintenant, est-ce vrai, pas vrai? En tout cas, ça se dit. Ça se dit. Évidemment, ça se dit chez nous. Hein. Dans mon milieu, que j'appelle complotiste, je suppose que dans les masses médias, ils n'en parlent pas du tout. Ça me paraît évident. Ah, ils en parleront au moment où ça sera trop tard pour eux. Ah, mais je pense que l'expérience qui est menée en France devient imbuvable. Elle devient
inacceptable. On sent bien qu'il n'y a pas une vision derrière nationale, française, franco-française, non. On sent des intérêts privés, particuliers. À me dire que ça l'a toujours... Oui, c'est vrai. Mais ça l'a pas toujours été, c'est pas vrai. Ça l'a été depuis que la République existe. C'est pas compliqué. Mais avant, non. On avait le roi et sa famille, alors. Que dans les excès du faste de la royauté, sûrement, qu'il y avait. Et encore, il fallait regarder, parce que, bon, regardez que Versailles, mais il fallait regarder un peu chez les marquis, les comtes, etc., comment ça se passait dans les campagnes, parce que je suis à peu près sûr que les gens de mon âge et plus âgés, à 90%, ils ne sont pas républicains du tout. Être français, c'est pas être républicain, c'est pas vrai. Être français, la France, c'est un assemblage de différentes petites cultures locales. Hein, moi, quand j'étais enfant, je suis désolé, il devait y avoir une dizaine de langues en France. Hein, le ch'ti dans le nord, le breton, le basque, l'occitan, comment ça s'appelle le côté est des Pyrénées, là, toute cette région, là, c'est espagnol. Après, tu avais le savoyard, que une sorte d'italien, le corse qui est de l'italien. On arrivait après sur les frontières suisses, l'Arbois, etc. On parlait allemand, l'Allemagne, la Lorraine, l'Alsace aussi, on parlait allemand. Hein, et je ne parle pas en Picardie, on parlait de Picard. Ouais, plus les langages de métier. Hein, dans le pays de la boucherie, on parlait boucher. Hein. Le pays des marins, on parlait marin. Hein. Le français, c'était une langue d'élite. Hein, qui petit à petit nous a été imposée par l'école, c'est nous, nos gamins, notre génération, à nous, qui avons ramené le français dans les campagnes. Hein, parce que nos parents, ils parlaient tous pas toi. Pas à toi. Hein, et on a commencé à faire passer tout ça comme. Et aujourd'hui, les gens ont oublié leurs racines. Pourtant, c'est pas loin. Juste moi, je suis déjà dedans, je suis une racine. Ils ont déjà oublié. Moi, je n'ai pas oublié mon enfance. J'ai pas oublié les petits paysans là, qui parlaient entre eux, entre patois, etc. Et puis qui se faisaient corriger par l'instituteur parce que c'était interdit. Hein, tout le monde peut parler de ça. Hein, et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde parle. Mais c'est pas vrai, en plus, il y en a plein qui ne parlent pas le français. Tu vas dans les cités. Ah bon, c'est le français parce que je comprends pas tout ce que vous dites là. Vraiment, t'es en France. Hein. Donc, non, la France est un assemblage culturel, un melting pot culturel, et c'était justement le roi qui arrivait à tenir ça debout. Hein, ça avait un sens. Hein. Hein, c'était puissamment installé dans les racines de la nation, comme dans toutes les nations européennes. Hein, il n'y a pas d'Europe, c'est ridicule, ça ne veut rien dire, si ce n'est, on le voit bien. Hein, l'Europe, c'est la guerre. L'Europe, c'est la destruction. L'Europe, c'est le pillage. L'Europe, c'est la banque. L'Europe, c'est l'arnaque. Hein, toutes ces multinations, c'est le truc des banquiers. Pas des peuples, c'est pas vrai. Moi, européen, je me suis jamais senti européen, ça veut rien dire pour moi dans ma tête. Hein, surtout en plus, quand dans l'Europe, on fait venir Israël et on refuse la Russie. Oh, ben, un petit moment dans la tête, hein, regardez vos cartes, vous verrez. Hein. Ah bon, Israël, c'est européen? Ah, ben ça, j'étais pas au courant. Hein. Et la Russie, ça l'est pas. Ah, bah tiens, j'étais pas encore au courant. Bon, ça suffit, ça suffit. À un moment, moi, je suis passé là, j'entends toutes ces bêtises. Alors, si on peut pas nous entendre parce que nous interdit de parler, c'est sûr. Nous, les vieux, on est tout de suite homophobes, sexistes, ringards. Ça se réveille. Ça se réveille par, par le peuple hein, et peut-être l'armée qui va reprendre sa vraie fonction, qui est celle de protéger le peuple et la nation et ses frontières. C'est ça, l'armée. C'est pas la police. Et l'armée n'est pas au service d'un misérable illégitime, là, un Rothschild bâtardisé, là, hein, qui détruit notre nation, cette grande nation qui est le pays qui m'a vu naître et qui m'a protégé dans mon enfance par défection de mes parents et à qui je dois beaucoup. Honte à ces minables et surtout à tous ceux qui leur servent la soupe pour de l'argent, hein, pour de l'argent, hein, pour avoir un gros bide, boire des mauvais vins, c'est inculte en plus. Je veux dire, l'argent mis dans les mains de gens incultes, ça fait quoi? Des grosses voitures qui puent, qui pètent, c'est tout ce que ça fait. Parce qu'ils n'ont rien dans leur culture qui leur permette de pouvoir mettre en valeur cet argent.
en commençant par le redistribuer déjà. Si la vie t'a fait l'honneur d'être riche, immensément riche, mets les règles en place pour pouvoir que tout le monde puisse profiter de ça. Construis des hôpitaux, construis des écoles, des facultés. Arrêtez vos voitures de sport minables qui puent, qui sont moches en plus. Je suis désolé, regardez les voitures d'aujourd'hui. On dirait que c'est les Japonais qui ont dessiné tout ça. On a l'impression d'être dans les mangas. Là. Regardez un peu nos voitures des années 50 ou 40 ou 30. Les lignes qu'on avait inventées, les couleurs. Il y avait une vraie créativité. Il n'y a plus rien. Tout est plat parce que les gens n'ont pas de culture. Ils ont de l'argent, mais ils sont incultes et donc dangereux. Je suis content aujourd'hui que le pape ait repris une direction. Oh, je sais que c'est. Mais c'est fort. Là, quand même, il a tapé direct dans le vrai, quoi. Je pense qu'on est nombreux dans les ex-chrétiens, chrétiens quand même, tout d'un coup, de regarder à nouveau dans cette direction. Moi, le premier, la preuve, j'ai fait une vidéo là-dessus, que avant, j'avais même pas envie d'en parler, tellement que j'étais blessé. Oui, blessé. C'est ça. Quand les institutions aussi sacrées que sont les institutions religieuses se fourvoient dans... Oh, c'est joli, une belle buse, salut. Une buse commune qui passe dans un grand vol, à tout slice, pas pour vous la prendre. Mais... Voilà, c'était ça un peu ce qui s'est passé ce matin, puis du coup, je me suis dit, je vais prendre mon vélo et faire mon petit tour. Regardez, le ciel qui commence un petit peu je vois dans le fond là-bas un peu bleu, là. Puis là, on a la famille, là. La buse, elle est là, on la voit. Là. Ouais, je regarde pourquoi on peut pas zoomer là-dessus, comme ça. Ouais, c'est tout. Bon, peu importe. Je sens que cet automne, moi j'appelle ça la période de la rédemption, parce que je suis en rédemption. Avant d'arriver à la période de la mort, l'hiver c'est la mort. C'est où tout s'arrête, sans disparaître. C'est l'hiver. Et on prépare ça. Faisons qu'en sorte que cet hiver disparaisse, s'arrête sur une voie qui s'est éclairée, qui s'est adoucie, et qui redonne une chance à nouveau pour l'entièreté d'entre nous, et pas pour les quelques élites qui, comme disait Claire Sévrac, ont déclaré la guerre à tous les peuples. Merci Léon XIV pour cette homélie que j'ai trouvée très belle d'ailleurs. Je l'ai écoutée, elle dure un quart d'heure, je l'ai recopiée. Et puis merci aussi aux officiers, aux sous-officiers, peut-être à des généraux, ce qui m'étonnerait beaucoup. En général, ceux-là, avec 15 000 balles par mois, ils ont tendance à regarder ailleurs. Mais si tant soit peu qu'il y en a qui tout d'un coup s'aperçoivent que c'est d'eux-mêmes quand on parle, qu'on est en train d'abuser de leur propre fonction, d'avoir le courage de dire au président, vous n'êtes pas notre chef si vous vous comportez comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les règles. Et si l'illégitime, pour servir l'intérêt de sa gonzesse, en fait, contre Jean-Michel Trogneux, continue comme ça, il faudra, vous, les militaires, l'arrêter, le mettre aux arrêts de rigueur et l'amener au jugement. Ça sera à vous de le faire, et vous pouvez le faire. Le peuple sera avec vous, garanti. Même si la presse va se déchaîner, mais ça va, tout le monde a compris qui c'étaient ces gens-là. Donc eux aussi, ils iront au tribunal. Tous. Tous. Faut faire comme Traoré. Il faut que l'exemple des Africains nous inspire. Il faut aller dans cette direction-là. J'y crois. Bye bye et bon week-end.